Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de copeaux. Comprendre la formation de copeaux est crucial pour quelqu'un qui veut devenir adepte à l'usinage. Une personne qui sait reconnaître les différents types de copeaux et qui comprend la théorie qui sous-tend la formation de copeaux, eh bien cette personne peut prendre des décisions réfléchies en ce qui a trait à l'amélioration du rendement de son usinage. On va regarder trois types de copeaux. Des copeaux continus, des copeaux adhérents et des copeaux arrachés. On va regarder également les vitesses de coupe, les vitesses de rotation et les vitesses d'avance. Alors, commençons par regarder les 4 phases de la formation de copeaux et les variables qui affectent la formation de ce copeau. Les 4 étapes de la formation d'un copeau sont la pénétration, l'accumulation, la formation et la séparation. Regardons chacune de ces étapes plus en détail. La pénétration débute à l'instant précis où l'outil s'engage dans la pièce. La pénétration de l'outil est une étape cruciale et très violente. À cette étape, l'outil ne tente que de se frayer un chemin dans la matière, en tassant cette matière vers le devant. Cette action de refoulement impose à l'outil une pression et une force énormes, ce qui pourrait la briser, surtout si on était un peu ambitieux avec la profondeur de notre première coupe. L'accumulation, qui est la prochaine phase dans la formation d'un copeau, est le résultat de ce refoulement de matière. Il est donc normal qu'au devant de l'outil qui progresse à travers la pièce, qu'on accumule une certaine quantité de matière. L'accumulation est excessivement importante puisqu'elle contrôle la température du copeau qu'on va produire. La chaleur joue un rôle important dans la formation des copeaux. Et on peut contrôler cette chaleur en contrôlant la quantité d'accumulation qui se produit à l'avant de l'outil. Pour accumuler, on doit déformer. Et on déforme en appliquant une énorme quantité d'énergie. Il est donc normal que le plus que l'on déforme la matière, le plus qu'elle deviendra chaude. La vitesse d'avance, la vitesse de rotation, la profondeur de coupe et très certainement l'angle d'attaque de la face de l'outil sont les variables qu'on peut jouer avec pour contrôler la quantité et donc la chaleur produite par l'accumulation. Si vous utilisez des outils de coupe en acier rapide, vous allez vouloir une température qui avoisine 400 degrés Fahrenheit. Si par contre vous utilisez des outils en carbure, 600-650 Fahrenheit serait plus approprié. Là, il y en a d'entre vous qui êtes sans doute en train de vous poser la question, comment est-ce que je vais mesurer la température de mes copeaux? Mais on n'a pas à mesurer la température des copeaux, on n'a qu'à observer la température des copeaux. Vous n'avez que vous rappeler des teintes de revenus qu'on a vues dans le film sur les traitements thermiques de l'acier. On a vu qu'une température de 400 degrés devrait donner très peu de décoloration. Un jaune très pâle ou même pas de teinte, juste argenté clair. Tandis que 600-650 degrés devrait être un bleu pâle ou un bleu foncé. Pour les outils en acier rapide, qui sont en train de couper une pièce d'acier, on veut une couleur jaune très pâle ou pas de couleur du tout, juste l'argenté original. Si par contre vous utilisez un outil de coupe en carbure pour couper de l'acier, vous allez vouloir avoir une teinte bleu foncé ou bleu pâle. Là, la couleur des copeaux et donc la chaleur ou la température de ces copeaux-là est très importante. Le plus qu'un acier se réchauffe, le plus qu'il devient malléable et ductile. C'est donc très important de l'avoir aussi chaud qu'on puisse l'avoir
pour qu'il puisse glisser le long de la face de l'attaque de l'outil lors de la prochaine phase qui est la formation. Là, j'ai mentionné qu'on voulait autant de chaleur qu'on pouvait avoir pour former notre copeau, mais pas trop de chaleur. En réalité, l'action de coupe par déformation plastique, c'est comme marcher sur une corde raide. Trop froid et le copeau va avoir de la difficulté à glisser le long de la face d'attaque de l'outil. Mais inversement, trop chaud et le copeau va avoir tendance à se souder à la face de l'outil et même à faire fondre l'outil. En réalité, on a très peu de marge de manœuvre en ce qui a trait à la température ou à la chaleur des copeaux qu'on produit. La prochaine étape est la formation du copeau. À ce stade, l'accumulation qui se situe au-devant de l'outil commence à être sérieusement chaud et commence à agir comme un liquide. Le métal de l'accumulation, ayant devenu très ductile et malléable, est écrasé contre la face d'attaque de l'outil. Le métal déformé n'a vraiment nulle part à aller. Il est coincé entre la face de l'outil et l'accumulation qui progresse au-devant. Si toutes mes variables sont correctes, bien, le copeau ou le matériel va commencer à glisser le long de la face de l'outil. On aura alors formé notre copeau. La dernière étape dans la formation d'un copeau, eh bien, c'est la séparation. Et la séparation est causée par une différence de température. Les copeaux ont essentiellement deux surfaces. La surface intérieure, qui est celle qui vient en contact avec l'outil, et la surface extérieure, qui, elle, représente le dessus ou la partie du copeau qui ne touche jamais à l'outil. La partie intérieure du copeau débute sa course au bout de l'outil et est le côté du copeau qui subit la plus grande déformation. La surface extérieure du copeau, elle provient de la surface de la pièce. Elle a été écrasée quelque peu, mais en général a subi très peu de déformation. Ceci veut dire que la surface intérieure du copeau devient très chaude, tandis que la surface extérieure reste relativement froide. Là, la chaleur sur la surface intérieure du copeau a tendance à détendre cette surface, alors que la surface extérieure demeure très tendue. C'est cette différence de tension dans la surface de l'intérieur à l'extérieur qui produit la forme de tire-bouchon des copeaux métalliques. On peut démontrer ce principe en utilisant une feuille ou une bande de papier et une règle. Là, cette courbure est très importante puisque c'est elle qui est responsable de séparer le copeau de l'outil. Il est très important de séparer le copeau de l'outil le plus rapidement possible. Si le copeau reste en contact plus longtemps avec l'outil, bien, le copeau transférera à l'outil une plus grande quantité de chaleur. Nous voulons que l'outil demeure le plus froid possible. Il est donc très important que le copeau emporte avec lui la plus grande quantité de chaleur possible. Bon, mais on va arrêter de jouer avec des morceaux de papier, puis on va aller voir à quoi ressemblent nos trois types de copeaux. J'ai regroupé une petite sélection de copeaux qui sont représentatifs de nos trois types de copeaux de base. On a en haut à gauche ici une sélection de copeaux continus. On a en haut à droite ici une sélection de copeaux arrachés. Et on a en bas à droite ici une sélection de copeaux adhérents. Commençons en regardant d'un peu plus près les copeaux continus. Les copeaux continus sont caractérisés par une surface intérieure du copeau très luisante et une surface extérieure du copeau qui est plutôt mate. Et ils sont caractérisés par une forme longue et spiralée. Et même si ce sont tous des copeaux continus, on peut voir certaines particularités. En haut ici, on a un copeau produit sur le tour
par un outil au carbure, suivi d'un copeau formé sur une perceuse à l'aide d'un foret en acier rapide. On a ici un copeau formé sur le tour à l'aide d'un outil en acier rapide et un tout petit copeau très serré formé de la même façon. Ici, par contre, on a des copeaux continus qu'on appelle segmentés, puisque quoi qu'ils ont toutes les caractéristiques d'un copeau continu, ils ont été formés sur la fraiseuse, donc par une coupe intermittente. Ces copeaux continus sont le résultat d'un bon ballon de toutes nos variables de coupe et sont le type de copeaux qu'on veut produire. Les copeaux arrachés, par contre, sont pas désirables, mais parfois inévitables, puisque si on usine des matériaux comme de la fonte, on ne peut qu'obtenir des copeaux arrachés. On peut voir que ces copeaux sont prélevés de façon inégale, par courts segments, puisqu'ils sont plutôt arrachés que formés graduellement et doucement. Ces copeaux sont indicatifs d'un excès de profondeur et ou un excès d'avance. Ces copeaux sont à éviter, puisqu'ils sont le résultat d'une force excessive qui a tendance à déformer la pièce et à produire une très piètre état de surface. Le dernier groupe de copeaux, celui qui est en bas à droite ici, sont les copeaux adhérents. Et ces copeaux sont le résultat d'une chaleur excessive. Là, si nos copeaux arrachés étaient mauvais pour la force qu'ils appliquaient et la vibration qu'ils produisaient, ces copeaux adhérents sont très mauvais également, puisqu'ils sont le résultat d'un excès de chaleur qui détend le copeau et qui forme ces copeaux morts à l'intérieur comme à l'extérieur et difformes dans le sens qu'ils n'ont pas cette forme caractéristique de tire-bouchon. Ces copeaux adhérents sont le résultat d'une vitesse de coupe excessive et ou d'un outil émoussé. Il faut éviter ces copeaux adhérents à tout prix, puisque si on persiste dans une coupe qui produit ce type de copeau, on va inévitablement faire fondre la pointe de l'outil de coupe. Il est possible que vous remarquiez que lors de la production de copeaux adhérents, parfois la surface de la pièce présente des petites barbes qui ressemblent un petit peu à du velcro. On a nos trois types de copeaux. Continu, qu'on veut obtenir, arraché, qu'on veut éviter, mais qui est parfois inévitable, et un copeau adhérent qu'on veut éviter à tout prix. Rappelez-vous, la production de copeaux, c'est comme marcher sur une corde raide. Il faut garder un ballon presque parfait entre toutes nos variables. Et si vous réussissez à obtenir ce point de ballon, vous réussirez à produire ces copeaux continus. Bon, on a vu et on commence à comprendre comment sont formés des copeaux. On sait que pour former un copeau continu, qui est le type de copeau que j'aimerais produire, il faut balancer la quantité de déformation ou d'accumulation au devant de l'outil avec la fluidité de la matière et avec la différence de température entre le côté intérieur et extérieur du copeau. C'est bien beau tout ça, mais on n'a pas encore une idée claire de ce qu'on peut faire afin d'obtenir ce copeau parfait. On va regarder les 4 variables les plus souvent utilisées pour ajuster la production d'un copeau. Ces variables sont la vitesse de coupe, l'avance, la profondeur de coupe et l'angle d'attaque de la face de coupe de l'outil. La première variable, la vitesse de coupe, varie d'après le type de métal et le type d'alliage qu'on est en train de couper. La vitesse de coupe d'un matériel est définie par la distance en ligne droite qu'un outil doit parcourir dans 1 minute de temps pour effectuer une coupe optimale. Une coupe optimale peut être définie comme étant une coupe qui prélève un maximum de matériel avec un minimum d'usure d'outil. Les vitesses de coupe impériales nous sont données en pieds minutes.
tandis que les vitesses de coupe métriques sont exprimées en mètres minutes. Il est très important de noter que les vitesses de coupe qui nous sont données dans des manuels tels que le Machinery's Handbook, bien, ces vitesses de coupe représentent un maximum. Un maximum qu'on ne pourra atteindre que si toutes les autres variables sont parfaitement réglées. Le VC, ou si on aime mieux, la vitesse de coupe, affecte la formation de copeaux comme suit. Une vitesse trop basse a tendance à produire des copeaux arrachés. Une vitesse de coupe trop élevée va avoir tendance à produire un copeau adhérent. Et une bonne vitesse de coupe produira évidemment un copeau continu. On a une idée de l'utilité de la vitesse de coupe, mais qu'en est-il de l'angle d'attaque de l'outil de coupe? La face de coupe de l'outil peut être positionnée de trois façons. La première façon est une pente de coupe positive. Lorsque la surface sur laquelle le copeau est formé décrit un angle supérieur à 90 degrés par rapport à la surface coupée, bien, on a une pente de coupe positive. L'angle positif de ces surfaces d'outils réduisent la quantité de déformation et donc la quantité de chaleur accumulée dans le copeau. Cette réduction de chaleur à l'intérieur du copeau est tout indiquée pour la coupe de matières particulièrement molles, telle l'aluminium, qui a tendance à accumuler un peu trop de matière au devant de l'outil et à se souder sur la surface de l'outil. Il est par contre important de noter que des outils à angle de coupe positif sont particulièrement faibles, puisque l'épaisseur du tranchant est réduite. Ils sont également thermiquement faibles, puisqu'ils dissipent moins bien la chaleur. Ils ont tendance à fondre. Il faut donc éviter des outils à angle positif lorsqu'on coupe des matières dures ou difficiles à couper. Pour couper des matières dures ou difficiles à couper, on veut utiliser une pente de coupe négative. Un angle de coupe négatif est lorsque la surface de coupe décrit un angle inférieur à 90 degrés par rapport à la surface coupée. La surface négative de ces outils de coupe produit une plus grande déformation et donc beaucoup plus de chaleur à l'intérieur du copeau. On a déjà vu que les pentes de coupe positives étaient utilisées pour tailler des métaux plutôt mous. La réduction de la quantité de déformation produisait moins de chaleur. Et ça, c'était une bonne chose, puisque les matières molles sont déjà aptes à former facilement un copeau. On n'a pas besoin de les ramollir beaucoup plus. Les outils à pente de coupe négative, eux, produisent énormément de chaleur, donc ils sont particulièrement appropriés pour couper des matériels durs. La chaleur intense que ces angles de coupe produisent dans l'accumulation aide à la formation des copeaux. Heureusement, les outils à pente négative ont un tranchant très robuste qui dissipe bien la chaleur. Il est par contre important de noter que l'usinage à l'aide d'outils à pente négative requiert beaucoup d'efforts et donc des machines-outils particulièrement puissantes et rigides. Les outils de coupe ayant des pentes de coupe neutres sont un peu un et l'autre des angles qu'on vient juste de voir. Ils ont les avantages et désavantages des deux. Pour démontrer la différence entre les différentes pentes de face d'attaque d'outils, j'ai affûté trois outils. Le premier a une pente d'attaque négative, le deuxième a une pente d'attaque neutre, et le troisième, au bout à droite ici, a une pente d'attaque positive. Alors, commençons en prenant une coupe avec l'outil de coupe avec une pente positive. Il est important de noter que tous les autres angles sur ces trois outils de coupe sont similaires.
Il est également important de savoir que toutes les coupes seront prises avec une avance de 6 millièmes de pouce par tour et une vitesse de rotation de 500 tours minute. Il est également important de savoir que toutes les coupes vont être prises à une profondeur de 20 millièmes de pouce et que le matériel que l'on coupe, c'est du C12L14, ou si on aime mieux, un acier très facilement usinable. Bon, l'outil est installé. La vitesse d'avance, la vitesse de rotation et la profondeur de coupe sont réglées. Mon outil à pente positive est installé. Alors, prenons notre première coupe. On va maintenant utiliser l'outil ayant une pente de coupe neutre. On va maintenant utiliser l'outil ayant une pente de coupe négative. Bon, et maintenant, on a nos trois outils et les copeaux qu'ils ont produits. Le premier outil à gauche, qui avait la pente négative, a produit des copeaux très serrés et, dans le fond, presque arrachés. On remarque également une légère décoloration qui indique qu'on coupait avec beaucoup de chaleur. Notre deuxième outil, l'outil qui avait une pente de coupe neutre, bien, on peut voir qu'elle a produit un copeau spiralé, assez serré, mais continu. Le copeau est de belle apparence, luisante sur le côté intérieur et juste légèrement mauve sur son côté extérieur. Le dernier outil, celui tout à fait à droite ici, bien, c'est l'outil qui avait la surface de coupe positive. Et on remarque que les copeaux ont une spirale assez large et que les copeaux ont brisé en segments relativement courts. Ça, c'est une indication que je coupe peut-être un petit peu sur le côté froid. Assez surprenamment, ces notions de pente de coupe sont presque instinctives chez plusieurs de nous, puisque c'est quelque chose que l'on fait depuis notre tendre jeunesse. On accumule du beurre sur un couteau par déformation plastique. Si le beurre est particulièrement dur, on va avoir tendance à placer notre couteau à un angle négatif. Si par contre le beurre est très mou, on va naturellement avoir la tendance d'utiliser un angle beaucoup plus positif. Et si le beurre est moyennement dur, bien, on a tendance à utiliser un angle neutre. Bien, on peut voir que couper du beurre et couper du métal, ça se ressemble, en tout cas en ce qui a trait aux pentes de coupe. Ceci conclut la première partie de cette vidéo. On se retrouve dans la partie 2 du vidéo pour voir l'effet de la profondeur et de la vitesse d'avance sur la production de copeaux et pour voir les calculs de révolutions par minute et les calculs d'avance. À bientôt!